Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief de Foot Normand. C'est déjà le dernier numéro de l'année 2023, une année riche en football, une année qu'on a eu énormément de plaisir à partager en votre compagnie. Généralement, je réserve les remerciements pour la fin d'émission, mais là je voudrais commencer par cela, vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette belle année de football. On réattaquera évidemment en 2024, mais avant effectivement de se pencher sur la nouvelle année, il reste une journée de National 2, une journée de National 3 à débriefer avec vous. Un joli programme, 7 matchs sur 9 dont on va vous montrer les images dans quelques instants, et on commence tout de suite par la page National 2. Pour le National 2, on va évidemment se pencher à nouveau sur le destin de l'AF Virois et de l'US Granville dans une poule particulièrement relevée. On va commencer très rapidement, de manière très brève, effectivement, sur l'US Granville. Je vous donne tout de suite le score du week-end du côté du Stade Briochin, une équipe qui évoluait l'année dernière en national. Eh bien, les joueurs d'Olivier Kaoro sont encore parvenus à prendre des points, à conserver cette solidité qui fait leur force depuis quelques journées. Les défaites sont rares, ça fait 2 défaites en 12 matchs pour les Corsaires qui tracent leur route. Pas d'image à vous montrer malheureusement, pas de but, donc pas de regret effectivement, mais une belle performance malgré tout pour les Granvillais. On verra dans quelques instants les conséquences sur le classement de ce nouveau point pris à l'extérieur par Sofiane Amar et ses partenaires. Voilà qui nous amène à l'un des gros morceaux, l'un des gros temps forts de cette émission évidemment, l'AF Virois qui a battu une carte extrêmement importante ce week-end. C'était à domicile face à la réserve de l'En Avant Guingamp. L'AF Virois relégable depuis de nombreuses journées, qui a connu quelques déboires au cours de cette première partie de championnat. L'AF Virois qui, en cas de victoire, pouvait clairement se remettre dans le bon wagon, et on passe directement à la deuxième période avec ce coup franc botté par Dorian Charlier. C'est un petit peu la confusion dans la défense guingampaise, et comme un renard, Alban Bécombo, 68e minute, qui vient libérer véritablement le stade Pierre-Comte. On peut voir à la joie viroise que ce but est extrêmement important pour le promu normand qui va empiler les buts. Vous allez le voir, nouveau coup franc de Dorian Charlier, cette fois-ci la superbe tête renversée d'Arthur Dallois, geste décisif, et derrière la passe qui fait mouche pour Théo Epailly, qui réussit à exploiter ce bon service d'Alban Bécombo, buteur-passeur, et Théo Epailly qui vient clairement soulager les Virois. 2-0, le break est fait, et ce n'est évidemment pas terminé. Les Guingampais qui vont à nouveau commettre une erreur. Alban Bécombo à nouveau précieux sur cette situation. Côté gauche, on a Melvin Bachelet qui prend le relais. Melvin Bachelet qui prend son temps pour armer un superbe centre, destination de qui ? De Dorian Charlier, 84e minute. Le milieu virois qui vient marquer son 2e but de la saison et entériner effectivement à ce moment-là la victoire viroise. Les Virois qui vont peut-être légèrement se déconcentrer. Il y avait de très bons joueurs dans les rangs guingampais, une équipe qui occupe les tréfonds du classement, et Nicolas Florival qui vient donner un petit peu de baume au cœur à son camp, 3-1. Ce sera le score final de cette rencontre. Les Virois qui peuvent avoir le sourire à l'abord des fêtes. Ils viennent de prendre 3 points précieux. Je vous propose d'écouter tout de suite le capitaine Axel Flucher. Ça fait énormément de bien, sachant qu'on termine l'année 2023 avec cette victoire. Elle nous permet surtout de garder cet esprit au maintien, même s'il n'y avait pas de résultat. Mais il est important quand même de gagner ces matchs à domicile. On a eu quelques matchs où on a été frustrés sur cette année-là, parce que ça n'a pas forcément toujours tourné en notre faveur. Et ça fait quelques matchs que là on arrive à faire tourner les matchs dans notre sens. Boulogne, on part sur ce match-là, mais aujourd'hui voilà, on part avec la victoire, et c'est le plus important. L'excellente performance viroise, on voit tout de suite ses conséquences sur le classement du National 2. Voici le classement donc à l'heure des fêtes. Boulogne qui a perdu ce week-end, ça se resserre devant l'US Granville qui garde sa place au pied du podium à 7 petits points. C'est à signaler, de la tête du classement, 1 petit point seulement du podium. Superbe phase allée pour l'instant des Granvillais. Là, les Virois, vous le voyez, 12 points, toujours relégables les Virois, mais ils ne sont plus qu'à 3 petits points, la ligne de flottaison incarnée par Châteaubriand et l'AS Beauvais. Déplacement important donc pour les Virois face à un autre relégable. Pour conclure la phase aller, ce sera le programme de la
J13, Vire qui ira du côté de Borgo, Granville qui accueillera le deuxième Aubervilliers pour un duel qui promet les Granvillais qui auront l'opportunité peut-être de se rapprocher encore plus du podium. Ce sera la réalité en tout cas d'un début d'année civile 2024 qu'on a d'ores et déjà extrêmement hâte de vous compter sur Foot Normand. On passe tout de suite à la grosse partie, le chapitre consacré au National 3. Et on va commencer ce chapitre consacré au National 3 par un match, et non des moindres, un nouveau derby canet dans ce championnat avec l'AG Caen assez mal en point mais qui a voulu capitaliser ce week-end sur son match de Coupe de France face à Guingamp, face à une équipe qui revient très fort, la SPTT Caen. Voici avec Thomas Bèze ce qu'il s'est passé lors de cette rencontre. C'est un derby qui nous attend ce samedi soir pour cette 12e journée de National 3 entre l'AG Caen Football et l'AS PTT Caen. L'AG Caen qui doit confirmer son bon match face à l'En-Avant Guingamp. Mais ce sont bien les postiers qui se procurent la première occasion avec cette frappe bien détournée par Pascal Michelizzi. Quelques minutes plus tard, réponse de l'AG Caen avec ce bon centre et la reprise de Morgan Ardouin qui vient frapper le poteau de Kenny Renard. Dans la foulée, il y a ce long ballon de Léon Valentin pour Michael Fati qui l'emmène bien et qui vient tromper son vis-à-vis. Kenny Renard qui est pris par la feinte mais qui revient bien, le ballon est détourné par le poteau. Pascal Michelizzi qui détourne cette frappe ensuite, c'est un duel de gardiens avec la réponse cette fois de Kenny Renard. En seconde période, le gardien postier reste sur sa lancée avec cette frappe détournée. Elle prenait le chemin de la lucarne, quelques minutes plus tard c'est sur une tête que le gardien canet se couche bien. Et à la 80e minute de jeu, c'est Kevin Kenea qui trouve le chemin défilé sur ce corner et qui vient tromper Pascal Michelizzi. Petite erreur de marquage. Et voilà que le latéral débloque la situation. Kenny Renard, toujours impérial, qui vient rapporter ces 3 points précieux pour la SPTT Caen. Écoute, on savait qu'ils avaient fait une très belle prestation contre Guingamp la semaine dernière, donc on sentait quand même qu'il fallait le temps qu'ils reviennent, donc on a voulu mettre de l'intensité. En fait, limite, il y aurait eu 0-0, c'est ce qu'on disait ensemble. Ça aurait été un match de gardien, parce que la première mi-temps, elle est très très belle de sa part. Après, nous, derrière, on fait pas une mauvaise première mi-temps. On sent que ça allait d'un but à un autre. Après, ça s'est un peu apaisé. Et l'avant-garde, après, a pris un peu le dessus par rapport sur nous, sur les deuxièmes. On a eu un gros temps faible. Après, c'est notre rôle, nous, en tant que gardien, entre guillemets, de gérer et de pouvoir essayer de ramener des points. Donc, tant mieux. Derrière, on marque, tant mieux. Tant mieux qu'il faut arrêter. C'est ce entre guillemets, on était venus sans complexe, sans chercher forcément, toujours avec l'ambition de gagner, mais sans pression, entre guillemets. Et voilà. Je me sens bien, les anciens ils mettent bien, ils me mettent à l'aise, après c'est à moi et voilà, je fais le taf. Après, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté, mais c'est pas grave, on va se reposer pendant les vacances et bien revenir. Il a manqué quoi ce soir? L'efficacité, pas les deux surfaces, je dirais. On n'a pas été assez efficace dans les deux surfaces. Merci Thomas, l'AG Caen qui n'est pas au mieux en cette fin d'année 2023 sur le plan comptable au championnat, on le reverra dans quelques instants du côté de l'ASPTT Caen. Eh bien c'est impressionnant, le rebond des hommes de Laurent Dufour doit donner du baume au cœur forcément aux postiers qui sont clairement l'une des grandes sensations de cette fin d'année 2023. On enchaîne tout de suite dans ce débrief avec une autre rencontre importante elle aussi, le CMS Ouassel de Draman Dillin qui enchaîne depuis quelque temps les contre-performances, se devait de relever la tête face au FC Flers. Le CMS Ouassel qui a remporté sa dernière victoire en championnat le 23 septembre dernier reçoit le promu, le FC Flers. Ce sont bien les joueurs locaux qui débutent bien la rencontre avec ce centre dans la surface de réparation, cette frappe repoussée par Valentin Prevot. La réponse du FC Flers intervient sur coup franc avec ce ballon au second poteau. Ça revient dans la surface de réparation, Alex Temperton qui repousse, c'est repris par Valentin Aumont en position de hors-jeu. En seconde période, Ouassel qui trouve le poteau sur cette frappe, puis Richard Mendy qui vient buter sur le gardien. Nouveau corner pour Ouassel. Cette fois, Jérémy Prieur s'élève au-dessus de tout le monde et trouve le chemin défilé. Ouverture du score à la 54e minute de jeu. On revoit cette tête hors de portée du gardien. Ouassel qui continue d'attaquer
avec ce bon ballon sur le côté gauche. Petit festival à l'entrée de la surface de réparation. Yann Guillot qui récupère le ballon, qui vient frapper. C'est directement dans les gants du gardien. Wassel qui continue d'attaquer. Il y a cet accrochage dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre laisse jouer. L'attaquant récupère et il est une nouvelle fois accroché dans la surface. Cette fois, ça ne fait plus de doute. Penalty. Et c'est Dembo Savane qui va s'en charger et qui va tromper Valentin Prévost. 2-0. Voilà Wassel qui fait le break. Un penalty très bien tiré. En toute fin de rencontre, il y aura une nouvelle occasion avec ce coup franc joué rapidement. Et cette frappe à l'entrée de la surface de réparation qui fuit le cadre. Score final 2-0 pour Wassel. Une victoire qui va forcément leur faire du bien. Elle va faire du bien, effectivement, cette victoire aux joueurs du CMS Wassel qui se donne un petit peu d'air au classement. Il faudra encore prendre des points, évidemment, en 2024, mais l'essentiel est fait. On peut passer des fêtes tranquilles dans la banlieue rouennaise. Du côté du FC Flair, eh bien, la défaite n'est pas sans trop de conséquences, mais néanmoins, il faudra faire attention dans les prochaines journées, début 2024, à ne pas perdre trop de terrain. On le verra au classement dans quelques instants pour les Flériens. On attaque un autre morceau, une autre équipe de l'Orne, en l'occurrence l'US Alençon, qui avait une possibilité ce week-end, pourquoi pas, selon les résultats, de prendre la tête du championnat. La réception du SU d'Yves Cabourg, on est à la 18e minute de cette rencontre à domicile. L'US Alençon sur le podium qui va réussir à se procurer un penalty. La sortie de Maxime Verrier jugée illicite par monsieur l'arbitre. Hakim El Hamdaoui se voit octroyer l'opportunité de marquer sur penalty. Il s'exécute, lui le spécialiste. 20e minute, l'US Alençon devant ses supporters prend les devants dans cette partie. L'US Alençon qui, comme vous allez le voir, va dominer la première période. C'est un petit peu l'histoire de cette rencontre, à chacun sa période. Malheureusement, sur cette situation, le cadre se dérobe derrière l'US Alençon qui va insister, qui va s'octroyer cette situation en 2 contre 2. Le ballon n'est toutefois pas cadré et les Divés vont commencer à se rebiffer avec cette frappe de l'extérieur de la surface, bien captée par Romain Anquincan en 2 temps. Néanmoins, Romain Anquincan qui sera un joueur important dans cette partie. Vous allez le voir, deuxième période, c'est parti pour le show d'Ivé qui va clairement renverser la vapeur sur le plan du jeu. Se retourner acrobatique et détourner tant bien que mal, et ce qui devait arriver pour les hommes de Philippe Clément avec ce bon centre venu de la gauche et cette superbe reprise de Théo Fontaine. On vient de passer l'heure de jeu. Le SU d'Yves Cabourg revient à hauteur et c'est plutôt mérité pour les joueurs de la Côte-Fleurie qui ont un petit peu ralenti ces dernières semaines et qui vont tenter dans les derniers instants d'aller chercher la victoire. Malheureusement pour eux, ce sera partie remise et ce sera surtout pas réussi finalement avec le superbe arrêt de Romain Anquincan qu'on écoute. Parce qu'on a beaucoup subi en deuxième mi-temps. J'avais dit aux journalistes cette semaine qu'il fallait retrouver notre solidité défensive. Je pense que sur la deuxième, on a eu chaud, on a souffert, on a su garder ce point. Donc il faut se satisfaire, il faut essayer toujours de positiver. Donc à défaut de pouvoir gagner, il faut se satisfaire du nul. Un derby des réserves à présent dans ce débrief, le dernier de l'année 2023, on vous le rappelle, le derby des réserves, celui qui a posé la réserve du Stade Malherbe de Caen à Quevilly-Rouen Métropole. Il est à nouveau présent pour nous conter cette rencontre. C'est Thomas Bèze, on écoute avec lui ce qu'il s'est passé durant ce match entre réserves. Ça aurait pu être une affiche de Ligue 2 ce week-end, mais c'est bien un match de National 3 entre la réserve du Stade Malherbe de Caen et la réserve de Quevilly-Rouen Métropole. Et dès la 8e minute de jeu, il y a ce ballon dégagé par Parfait Mandanda qui va revenir dans les pieds de QRM avec un nouveau centre venu de la droite pour cette reprise de la tête et l'ouverture du score. Mais position de hors-jeu, le but sera refusé. En fin de première période, il y a ce dégagement cané. On sert Mario Fortunato qui peut lancer Abdoulaye Niakate. La sortie du gardien hasardeuse et Abdoulaye Niakate qui se retrouve face au but vide qui vient ouvrir le score. 44e minute de jeu. Et c'est cette erreur du gardien qui vient profiter à l'attaquant cané. En seconde période, c'est un centre pour Mario Fortunato et une tête imparable. Très beau but du numéro 8 Canet. Et voilà le Stade Malherbe de Caen qui creuse l'écart. On revoit ce but au ralenti. Une tête bout portant. La réserve de QRM qui ne va rien lâcher. Et peu avant le
quart d'heure de jeu, la défense cadette qui est un petit peu en retard. Il y a cette frappe détournée par Parfait Mandanda, mais c'est bien Adrien Antunes qui vient réduire le score. Le numéro 9 de QRM qui est plus prompt à reprendre ce ballon. 2 minutes plus tard, nouvelle attaque et l'égalisation par Benjamin Kapronitic. Il aura fallu 2 minutes à QRM pour parfaire son retard et relancer totalement cette rencontre. Une tête cette fois imparable au pied du poteau. Et QRM qui n'en finit pas d'attaquer. On joue la 77e minute de jeu. Il y a cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. Parfait Mandanda qui dévie sur son poteau. En fin de rencontre, Naël Anouari a peut-être la dernière occasion pour permettre au Stade Malherbe de Caen de reprendre l'avantage. Mais sa frappe est complètement dévissée. On en restera là, match nul de partout. Et c'est un 3e match sans victoire pour la réserve du Stade Malherbe de Caen. Bon point de prix pour la réserve de Quevilly-Rouen en métropole. Le Stade Malherbe, quand vous le verrez, reste dans le bon wagon dans ce championnat, mais pouvait faire une opération bien plus intéressante au classement en cas de victoire. On va passer encore une fois à une nouvelle rencontre. Celle-ci est particulièrement importante. Elle concerne le FC Dieppe, la formation qui compte le plus de matchs en retard dans ce championnat. Le FC Dieppe qui, s'il remporte tous ses matchs, ses 3 rencontres en retard, sera, à n'en point douter, c'est sûr et certain, c'est mathématique, leader de ce championnat. Mais pour réussir effectivement à prendre des points virtuels, il faut gagner ces matchs. Et on voit tout de suite avec Thomas Bèze ce qui s'est passé pour les Diepois sur la pelouse de la réserve du Havre. Le FC Dieppe qui compte 3 matchs de retard dans ce championnat de National 3 peut mettre la pression en haut du classement en 4 victoires chez la réserve du Havre. Réserve du Havre qui reste sur un match nul à domicile, 1 partout contre Flers. Et à la 13e minute de jeu, il y a ce corner et cette tête de Maka Ndiaye qui vient ouvrir le score pour les visiteurs. 1-0, on revoit le but au ralenti. Quelques minutes plus tard, il y a cette touche, cette bonne déviation et cet excellent travail de Salim Diaby qui vient éliminer le gardien. Le retour du défenseur ne suffira pas puisque Maurice Latouka est là. Et peu de temps avant la demi-heure de jeu, voilà Dieppe qui double la mise et creuse l'écart. Maurice Latouka qui avait bien suivi l'action. En seconde période, Le Havre tente de réagir avec ce ballon dans la surface de réparation. L'attaquant est accroché, penalty indiqué par monsieur l'arbitre. Le Havre s'élance et c'est bien Alexandre Lefebvre qui gagne son duel. Le portier de Diepois qui repousse le ballon une première fois sur la barre transversale et ensuite qui écarte le danger. Une occasion en or pour les Havrais de réduire le score. En toute fin de rencontre, il y a ce nouveau coup franc et cette nouvelle tête de Maka Ndiaye qui signe un doublé. 3-0 pour les Diepois. Et avec cette victoire, il ne fait nul doute que Dieppe se place en candidat sérieux à la montée. La superbe victoire diepoise qui est venue notamment d'un joueur buteur surprise, le défenseur Maka Ndiaye, auteur d'un doublé. Je vous propose de suite d'écouter sa réaction. Comme le coach nous a dit avant le match, il faut qu'on essaie de gagner ce match-là pour rester là-haut. Là, on est dans le podium. Wow, 3 points importants. Là, on est 3e, je pense. Du coup, voilà, quoi, c'est un cadeau de Noël quoi, pour bien se reposer et revenir plus rapidement possible en fait, pour préparer le prochain match. C'est la coupe, je crois, en 32e sur nous contre Laval. Et on va tout faire pour passer encore. Et il va rester un match à vous montrer dans cet épisode. C'est le déplacement du FC Saint-Lô chez le leader, l'AS Chatou, l'équipe des Yvelines qui impressionne. Est-ce que les hommes de Djilali Bekar ont réussi à faire l'exploit? Voici en image le récit de cette rencontre avec un FC Saint-Lô en rouge qui va évoluer sans complexe, mais surtout qui va profiter dans les premiers instants de la rencontre d'une défense de l'AS Chatou un petit peu apathique. Vous voyez la pression qui est mise sur l'arrière-garde et l'erreur fatale, ce ballon perdu à l'entrée de la surface qui va profiter à qui? À Baptiste Fleury, un nouveau buteur dans ce championnat, 6e minute. Voilà les Manchois qui réussissent un petit peu la sensation en ouvrant le score sur le terrain du leader. On comprend effectivement la joie des Manchois. Malheureusement, l'AS Chatou est une machine qui fonctionne bien dans ce début de saison, surtout à domicile. On rappelle que le FC Dieppe
a notamment perdu 3-0 dans les Yvelines, évidemment à force d'insister. Les joueurs de l'AS Chatou qui vont égaliser par Abdoulaye Diabira, le joueur qui réussit à tromper Xavier Gallien de près. On a tenu 6 minutes seulement en tête pour le FC Saint-Lô. On se dit alors que la chance est passée pour les Manchois, mais finalement non. Les ballons récupérés, les erreurs de défense s'accumulent. Goffrey Kitenge, 17e minute d'ores et déjà, qui redonne immédiatement l'avantage au FC Saint-Lô. On est parti sur des bases offensives extrêmement élevées ici dans la région parisienne. Il faut un arrêt ici à nouveau de Xavier Gallien pour empêcher l'AS Chatou de revenir au score, et le but qui va déterminer le sort de ce match va être marqué finalement par Tony Lambard au retour des vestiaires. 48e minute, 3-1 pour le FC Saint-Lô qui ne va derrière n'avoir qu'à gérer effectivement les offensives de Chatou, obtenir effectivement aussi quelques opportunités de contrer, mais le score en restera là. Le FC Saint-Lô réussit à n'en point douter l'un des immenses coups de ce week-end en allant gagner chez le leader, le FC Saint-Lô, qui on le rappelle avait plus ou moins manqué son début de championnat et qui va beaucoup mieux, il faut le dire. Et cette victoire va permettre à Tony Lambard et à ses partenaires de passer les fêtes bien au chaud dans ce championnat. Je vous propose tout de suite de découvrir les conséquences sur le classement. Voici où on en est en National 3 avant les fêtes de Noël. Alors c'est le classement des buteurs pour commencer. Abdoulaye Diabira, Demba, Tidiandia, le Flairien sont tout en haut, mais ça se rapproche derrière. Hakim El Hamdaoui, Dembo, Savane, buteurs ce week-end, sont tous les deux à 5 buts derrière une flopée de joueurs. Elles sont bloquées à 4 unités. Le classement des buteurs qui ne demande qu'à être bousculé dans les prochaines semaines. Le fameux classement général, le voici. C'est bien l'AS Chatou, malgré sa défaite du week-end, qui va passer les fêtes en tête. Mais l'AS Chatou, vous le voyez, n'a jamais qu'un point d'avance sur l'US Alençon, 2 seulement sur le FC Dieppe, qui compte lui-même 3 matchs de moins. Autant vous dire que le FC Dieppe, en quelque sorte, est à une victoire de reprendre la tête du championnat. L'AS Villers-Houlgate, ce week-end, s'est imposé 4-3 dans le seul match de N3 dont on ne disposait pas des images face aux Mureaux. L'AS Villers-Houlgate est aussi dans le bon wagon. On tient à le signaler, félicitations aux hommes de Benjamin Morel. Le FC Flers glisse dans la deuxième partie du tableau, mais dans la zone de relégation, on retrouve une équipe des Mureaux plutôt distancée, l'AG Caen qui inquiète, QRM qui retrouve la zone rouge, la réserve du Havre aussi qui commence à légèrement glisser au classement. On y verra effectivement plus clair dans quelques semaines lorsque les matchs en retard, vous pouvez voir que les équipes n'ont pas toutes joué le même nombre de rencontres. On y verra plus clair lorsque les matchs en retard auront été disputés, mais voici pour l'heure le programme de la rentrée, le programme de la reprise. Le samedi 13 janvier verra 5 matchs se disputer. Div Cabourg recevra la réserve de Caen, Saint-Lô affrontera Alençon, Dieppe recevra l'AS Villers-Houlgate, ce sera l'un des temps forts de ce week-end. Flers affrontera l'AG Caen, l'AS PTT Caen recevra Chatou, Le Havre affrontera QRM dans un nouveau duel de réserve, et enfin Wassel tentera d'enfoncer les Mureaux un petit point sur les matchs reportés. L'année n'est pas terminée en National 3, on reviendra dans une courte brève la semaine prochaine sur le duel en retard entre Div Cabourg et la réserve du Havre. Dès le premier week-end de janvier, Villers-Houlgate recevra Div Cabourg, Saint-Lô affrontera l'AG Caen. À noter qu'il était programmé normalement dans ce premier week-end de janvier un duel entre les Mureaux et la réserve du Havre, et celui-ci a finalement été décalé à la fin du mois de janvier, pas à la fin d'année quand même. Et bien voilà, on a été complet sur ce dernier épisode de l'année. Remerciements à Thomas Bez pour son accompagnement, notamment non seulement sur les derniers débriefs de cette année, mais aussi sur les débriefs qu'il a assuré de main de maître avec Théo Guézé lorsque j'étais en Indonésie. Merci à vous deux, messieurs, bonne fête à vous, bonne fête effectivement à tout le monde de manière générale. Remerciements à tous ceux qui nous ont envoyé des images une fois encore, merci de votre fidélité. Il va me rester à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une belle année 2024 à toutes et tous, la santé évidemment en priorité, et on se retrouve dès l'année prochaine pour de nouvelles aventures. On sera toujours présent pour le débrief de Foot Normand. Allez, salut!